Salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui où je vais parler de cucu. Bon, non, pas celui des êtres humains, celui des légumes. Je sais, là, j'en déçois beaucoup là. Ah ouais, là tu te faisais une joie. On parle de fesses, mais pas de chance. C'est pas celui qu'on pensait. Bienvenue. Et puis, si mon humour te plaît toujours, parce que je suis loin d'être sûr. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à lâcher un pouce bleu si le cœur t'en dit. Et j'en continue. Dans la description, je t'ai mis un lien qui t'amène directement sur ma liste privée afin que tu puisses être mieux au courant de toutes les stratégies et techniques pour la mise en place de ton potager autonome. Voilà, c'est ainsi. Maintenant, passons à notre histoire de cul noir. De la tomate, qui est quelque chose qui parfois arrive, et d'ailleurs qui a un nom très technique. C'est important de donner les noms techniques. Ça s'appelle la nécrose apicale. Voilà. Ça, moi, c'est fait. Ça sert strictement à rien, mais au moins c'est fait. Donc cette nécrose qui apparaît, comme je te montre à l'image, c'est pas mes tomates parce qu'elles n'ont pas ça. Donc je t'ai pris une photo du web. Voilà, faute de... Bon, voilà, tu vois un petit peu, ça fait ces histoires-là. Fondamentalement, vu que la question, tu risques de me la poser, tu vois maintenant j'anticipe beaucoup les questions, ça me fait gagner du temps, puis je pense toi aussi. Est-ce que les tomates sont mangeables avec le cul noir? Fondamentalement, il ne va pas t'en rester grand-chose. Tu peux gratter le cul noir, mais il ne va pas te rester grand-chose. Et d'autant plus que ça se propage quand même. Et donc du coup, non en fait, ouais, tu peux tout jeter. C'est à peu près ça. Voilà un petit peu. Et puis tiens, on avance rapide aussi. Et puis comme ça, on développe après, si tu veux, les choses. Là, je réponds juste aux questions instantanées des plus pressés d'entre vous. Est-ce qu'il y a un moyen, quand il y a dans le cul noir, est-ce qu'on peut l'enlever? Non. Voilà. Au moins, voilà. Par contre, tu peux éviter que ça continue à se propager. Voir que d'autres pieds qui ne l'ont pas puissent l'aient aussi, tu vois un petit peu, voilà. Mais ce qu'il y a malheureusement est foutu. Alors, de quoi ça vient? De quoi vient cette problématique? C'est pas une maladie en soi, c'est une problématique qui répond de deux phénomènes possibles, en sachant que le deuxième est nettement plus probable que le premier. Le tout premier est très souvent un manque de calcium. C'est une des causes, manque de calcium. Ça arrive très souvent sur des terrains plutôt acides. Donc si ton terrain est acide, ça peut être le cas. Comment savoir si ton terrain a manque de calcium? Eh bien tu fais un test qui permet de pouvoir tester ton sol et en l'occurrence le taux de calcium dans le sol. Il y a des tests qui existent, tu peux parfaitement, je crois de mémoire que à l'aquariophilie, il y a des petits trucs de tests que tu peux faire. Et donc du coup, fais-le avec des tests aquariophiles. Ça donnera un résultat de toute façon, quoi qu'il arrive. Par contre, utilise de l'eau distillée, hein, d'accord? Parce que sinon, il faut quand même que l'eau soit... sinon, après, tu fausses le test et tu utilises l'eau du robinet. Voilà un petit peu. Sinon, test en laboratoire. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne sais pas. Si tu as un doute, passe par ça. Sinon, il y a un bon moyen, est-ce que pas te casser la tête, de savoir si vraiment ça vient de ça ou pas. C'est tout simplement, tu prends des coquilles d'œufs, tu les écrases à mort et tu les fous dans ton potager. C'est ce que je fais régulièrement, surtout quand tu sais que tu as un sol acide. En fait, je la refais, tu comprends, voilà, un peu plus en arrière. Oui, c'est des fleurs de trèfle, j'adore ça, c'est sucré. Quand tu étais gosse, on faisait tout si on suçotait. J'adore ça. Ça ne fait pas de manger quand on discute, je sais. Mais les terrains qui sont un peu acides, avec, je dirais, un pH autour de 6, de manière, j'ai envie de te dire, quasi automatique, n'hésite pas à prendre des coquilles d'œufs écrasées et à les mettre avec ton compostage de surface. Voilà, tu vois, j'ai envie de te dire, dans l'absolu, je pense que c'est la chose à faire. Bon. Si tu as un pH au-dessus de 7, c'est forcément utile. Contrôle ton pH. Je pense que c'est le truc le plus simple. Voilà. Ça va te donner une bonne indication. Est-ce que pour autant le taux de calcium est lié au pH? Pas forcément. Je n'ai pas dit ça. Mais dans un objectif de te simplifier la vie, en restant dans un concept de jardin amateur, sans que tu dépenses plus de 100 € dans des tests machin, mets des coquilles d'œufs écrasées. D'accord. Et là, tu auras quand même... voilà. En tout cas,
une bonne partie de la problématique qui est écartée. Après, c'est malgré tout, voilà. Il se trouve que c'est une carence en calcium. Bah, après, voilà, il faut juste. Enfin, il faut, c'est un grand mot. En tout cas, il faut essayer de rééquilibrer. Mais c'est pas le but de cette vidéo, t'expliquer comment on rééquilibre en calcium une terre. Ça se ferait certainement pas dans une vidéo comme ça que je le ferai. Parce que le sujet est très vaste. Donc, je vais pas me lancer là-dedans. Pas compliqué, mais vaste. Donc voilà. Donc cette problématique est rare. Voilà, sache-la, elle est rare. Pas improbable, mais rare. Par contre, la deuxième raison du cul noir des tomates est plus souvent, et c'est là où c'est régulièrement le cas, dû à des arrosages assez intensifs, tu vas venir, assez intensifs et avec plus d'arrosage du tout, et puis on reprend un arrosage intensif, et puis plus du tout. Et voilà, tu vois un petit peu genre de choses comme ça. Ça, c'est clair et net, c'est le bon moyen pour choper le cul noir. Voilà. Alors, il est vrai que très souvent, et c'est le cas, dans le potager, on dit toujours qu'il faut arroser. Alors, attention, les légumes ont besoin d'eau, ce qui est vrai. Il faut les arroser, ce qui est vrai. Ouais, enfin, il y a une différence entre arroser et inonder. Ouais. Et parfois, il est vrai que quand je m'attarde sur certaines vidéos de youtubeurs, jardin, je vois souvent des terrains inondés. Un peu moins arrosés, mais quand même assez inondés. Alors, ça s'entend. Ça a du sens dans des cadres assez précis de régions, je dirais, vraiment au sud, voire, je dirais, au nord de l'Afrique. Tu vois, un peu, voilà. Il est vrai qu'on va inonder comme ça les terrains avant de faire des repiquages ou des semis, mais ça s'entend par rapport à un climat particulier. Inonder son terrain du côté de Lille ou de Dunkerque, j'extrapole, me semble un peu exagéré et justement donne le terrain propice, si tu veux, à notre histoire de cul noir. Donc, un arrosage modéré, normal. En toute logique, si tu as 12 pieds de tomates, en toute logique, un seau de 10 litres suffit largement à arroser tous tes pieds de tomates. Je te donne l'info, d'accord. En moyenne, un pied de tomate reçoit entre 1 et 2 litres d'eau, c'est ce qui est stratégiquement connu. Après, ça ne tient pas compte de ce que contient déjà ton sol en eau, ça ne tient pas compte de savoir si tu as mis en place un sol vivant ou pas, si tu as une couche d'humus ou pas, si tu as travaillé sur une lasagne ou pas, etc. etc. Donc tu as toujours un vécu, ce qu'on appelle. Un vécu, c'est-à-dire une densité humide qui est déjà présente dans ton sol, auquel tu rajoutes de l'humidité. Donc en toute logique, je te dirais, voilà, tu as 10 pieds de tomates, un arroseur de 10 litres suffit à arroser les 10 pieds de tomates. D'accord. Voilà. Là, tu vois déjà un petit peu le machin, si tu en mets beaucoup plus, bah, dis-toi que ça moins suffit, en définitive. Après, la fréquence, je dirais qu'elle est en rapport avec le sol, parce que c'est ça, en fait, qui va te donner la fréquence d'arrosage. Alors là, tu vois bien que je m'extrapole un peu sur l'arrosage, bien qu'on parle de cul noir, mais en même temps, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui va t'éviter d'avoir le cul noir de tes tomates? Bah, en définitive, c'est une gestion beaucoup plus subtile de l'arrosage. Et ça passe par cette explication-là. Pour moi, l'arrosage d'une plante se fait en rapport avec le sol. Alors très souvent, il est coutume de dire, bah, on arrose systématiquement. Voilà, il est dit très souvent, voilà, en été, c'est 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, même, j'entends. Tu fais matin, midi et soir. D'autres te diront, ah non, uniquement le soir, en été, ça suffit. Bon, en fait, tout ça, si tu veux, c'est trop léger, tu comprends bien. En termes d'explication, je trouve que c'est particulier parce que ça, encore une fois, ça va dépendre de la qualité de ton sol, la densité de ton sol, et puis l'exposition de ce dernier. Un sol mi-ombre, voire pleine lumière, plein soleil, n'aura pas du tout la même évaporation. Et en plus, la densité peut aussi varier. Donc, sans rentrer dans des calculs très scientifiques, la méthode la plus simple, pose ta main sur ton sol et vérifie son humidité. Et vérifie son humidité à une certaine profondeur, autour de 5-10 cm. Si sur les 5-10 cm, tu te rends compte que le sol est complètement sec, alors là, oui, effectivement, il est peut-être intéressant d'arroser. Mais encore une fois, si tu veux, il ne faut pas oublier derrière que les légumes, comme nous d'ailleurs, avons une tendance un petit peu à la fainéantise. Et que si on passe son temps à avoir un sol perpétuellement humide, bah, elle ne va pas chercher à développer ses racines profondes. Et elle va plutôt développer ses racines superficielles. Ce qui en soi est un gros inconvénient, parce que si on se retrouve avec des cassures d'arrosage,
bah, tu vas vite avoir des tomates qui vont se retrouver vraiment en pénurie d'eau. Et en plus, elles ne pourront pas les puiser en profondeur là où l'humidité se trouve, parce qu'elles n'auront jamais développé leur racine profonde. Donc, on arrose de manière juste, la juste dose, et on n'arrose que quand le sol te l'indique en définitive. Et puis c'est correct. Là, tu es bien. Donc voilà, si mon sol est vraiment sec, c'est-à-dire que quand je mets ma main sur le sol, que j'enfonce ma main dans le sol ou un doigt dans le sol, comme tu veux, je me rends compte qu'il n'y a pas de trace d'humidité, ça démontre un sol sec, alors là, effectivement, j'arrose. Ce contrôle-là, bien sûr, se fait régulièrement, tous les jours. Après, bien entendu, quand tu commences à connaître ton sol, tu le sais, tu connais les fréquences d'arrosage. Moi, par exemple, en plein été, quand le soleil est vraiment très présent, je fais un arrosage, voire, mais quand c'est caniculaire, hein, voire 2 arrosages par semaine. Généralement, jusqu'à maintenant, j'arrive à tenir avec un arrosage par semaine. D'accord. Bon. Et je parle de ça en période de canicule. C'est-à-dire que quand il y a un soleil normal, il n'y a pas en fait. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas. Fondamentalement, je n'arrose pas. Je n'arrose que quand il y a vraiment une grosse évaporation et je viens compenser cet arrosage. Mais on parle bien de compensation. En toute logique, la pluie est censée aimanter ton sol. Si ton sol est suffisamment structuré, il n'y a pas besoin d'arrosage. S'il y a besoin d'arrosage, ça démontre une problématique de structure du sol. Mais ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas qu'on pense que l'arrosage est systématique et obligatoire dans un potager. À mon sens, c'est une fausse information. La vraie information, c'est qu'un sol n'a pas besoin d'arrosage. La pluie est censée faire ce travail-là. D'ailleurs, quand tu vas dans une prairie, il n'y a personne qui vient arroser la prairie, on est bien d'accord. Peut-être que tu le fais, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Personne ne l'arrose et pourtant les plantes sont présentes. Alors oui, je suis d'accord, il y a certaines régions de France, dans le sud particulièrement, où effectivement, en plein été, s'il fait très très chaud, on voit que tout est grillé. Mais regarde bien qu'est-ce qui est grillé. Regarde bien. Est-ce que c'est les plantes endémiques ou est-ce que c'est de la pelouse qui a été installée par les espaces verts de la ville? La réponse se situe souvent là. Les plantes qui sont installées et qui sont locales, généralement, tiennent même malgré cette grosse chaleur. Elles ne crament pas. Ce qui va cramer, c'est la pelouse, c'est des choses qui ont été installées, qui très souvent n'ont rien à voir avec les variétés sauvages qui sont présentes. D'accord. Et c'est un petit peu le principe, si tu veux, aussi de ton potager, c'est d'essayer de faire en sorte que ton potager devienne le plus sauvage possible. Parce qu'en prenant cette direction-là, eh bien, tes plantes n'ont pas besoin forcément de compensation. D'accord. À certains moments, on va les aider, mais sinon, il n'y a pas forcément d'utilité. Et là, si tu veux, pour les tomates, c'est souvent ça va être ça. Cet excès d'arrosage et ces cassures entre les deux qui vont faire l'histoire. Donc, le meilleur moyen, je te l'ai dit, voilà, quantité d'arrosage, voilà, correct, et puis on contrôle et on arrose quand vraiment, voilà, on sent que le sol commence à s'assécher, sans forcément attendre un assèchement complet. Et je vais d'ailleurs finir là-dessus. Toutes les textures de sol ne sont pas les mêmes. Sur un sol sableux, il est toujours plus compliqué de maintenir un sol humide. D'où l'importance de la couche, de la couche organique, dont je parle très souvent. Par contre, tu vois à l'inverse, sur un sol argileux, posé en plein soleil, et je parle pour tous les jardiniers qui préfèrent avoir un sol à nu qu'un sol couvert, là il faut être très prudent, parce qu'un sol argileux, alors même si tu casses la croûte, tu sais, tous les 2-3 arrosages, tu fais un binage dessus, ça n'empêche que le sol argileux, s'il commence à s'assécher, ça devient complexe. Parce qu'un sol argileux qui s'assèche devient pierreux, et donc très compact. Et l'eau ne passe plus, elle ruisselle. Et si tu arrives dans ce principe-là, là tes plantes, tu auras beau arroser, ça ne servira plus à rien. C'est-à-dire que l'eau, il y aura des failles qui vont se faire dans la terre, et l'eau va passer dans ces failles-là, et si tu veux, les racines n'auront jamais le temps d'attraper l'eau au passage, tu comprends bien, c'est une sorte de torrent qui passe, qui n'alimente absolument plus le sol. Donc il faut être extrêmement vigilant, surtout sur les sols argileux et même fortement argileux, qui ne s'assèchent pas en profondeur et qui ne s'assèchent absolument pas. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut faire très attention, qu'il reste humide, bien faire la nuance, qu'il reste humide, je ne parle pas des sols détrempés, mais qui reste humide, mais qui ne s'assèchent pas profondément. Parce que là, pour le récupérer, il va falloir casser les croûtes, repasser de la grelinette, et alors là, en plein été, c'est clairement pas le moment pour faire un truc pareil. Tu vas galérer, c'est quasi impossible. Il va falloir réhumidifier complètement le sol à plusieurs reprises. Là, je ne t'explique même pas les litres d'eau qu'il va falloir pour arriver à redécompacter complètement la chose, afin que l'eau puisse parcourir le cycle normal.
Mais voilà, sur les sols sableux, on peut retrouver le même problème parce que sur les sols sableux, on a tendance un peu, quand c'est extrêmement sec, l'eau a tendance à fonctionner par plaque, si tu veux. Et ça le rend quelque part un peu imperméable. C'est souvent le cas quand tu as des couches très sèches en surface, où tu vas avoir l'humidité en surface, mais dès que tu enlèves la première couche, tu te rends compte qu'en dessous, c'est complètement sec. Donc ça va pas fissurer, mais plutôt s'étaler sur la largeur, ce qui en définitive donne le même problème. Donc tu vois un petit peu, l'arrosage est assez particulier parce qu'il faut vraiment arriver à l'appréhender. C'est pas impossible à faire. C'est des choses que je parle justement dans ma liste privée, beaucoup plus en détail avec des apports techniques. Je donne quelques indications, mais avec beaucoup plus d'apports techniques derrière, afin justement d'éviter des assèchements profonds qui feraient que, voilà, tu vois un petit peu, ce qui en plus ajouté à des puits d'orage, donne le parfait, si tu veux, vivier à notre fameux cul noir, quoi, en toute définitive. Voilà un petit peu, c'est une vidéo assez courte, tu n'as pas besoin d'en dire des tonnes. Si un pied tomate est atteint par le cul noir, tu sais à quoi c'est dû, tu sais que ton pied est condamné. L'idée, c'est d'arriver à rééquilibrer les choses sur les autres, afin que tout ne soit pas complètement perdu, tu comprends bien. Et là, tu rééquilibres tout simplement, tu rééquilibres ton arrosage, afin de, voilà, avec les indications que je t'ai données, et en toute logique, tout se passe très très bien. C'est souvent quelque chose qui arrive quand on débute en jardinage, c'est un peu le truc incontournable par lequel on passe, voilà, parce qu'on ne maîtrise pas bien les arrosages, on ne maîtrise pas bien la densité du sol. Quand on travaille sur un couvert végétal ou un paillage, c'est pareil, on n'a pas trop la notion de l'épaisseur. Tu vois, il y a beaucoup d'informations, hein. Tu sais bien que le potager est tout un art en définitive, et surtout quand tu cherches à cultiver au naturel, c'est tout un tas de petites stratégies, de techniques à comprendre et à apprendre, qui, une fois, comme tout, tu sais, c'est comme tout en fait, une fois que c'est appris, ça roule tout seul, sur lequel tu ne penses plus. Mais au départ, voilà, tu es obligé malheureusement de passer un petit peu par là. C'est pour ça, hein, je te dis clairement, ceux que j'accompagne au quotidien, l'accompagnement que je fais avec eux, c'est j'anticipe, si tu veux, voilà. J'anticipe à chaque fois, je dis attention, ça va arriver, comment est ton sol, comment ça se passe, où tu en es là-dedans. Ça permet de, voilà, mais quand tu n'as pas une personne plus expérimentée, je t'accompagne, je t'encourage à être accompagné comme ça, par des personnes qui ont cette expérience-là, afin, tu vois, qui te donnent le coup d'avance en fait, ce qui t'évite de perdre du temps. Et apprendre par soi-même, c'est très bien, il faut avoir du temps. Est-ce qu'on a ce temps-là aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est une question, moi personnellement, je ne pense pas. Mais je pense que c'est plus le moment de se dire j'ai du temps pour apprendre. Je pense qu'on a les deux pieds bien dedans, si tu veux. Et là, on est plutôt dans la mise en place et d'une résilience, absolument. Et l'apprentissage, c'était avant. On peut toujours apprendre, mais dans ce cas-là, il faut aller beaucoup plus vite, quoi. Et l'auto-apprentissage, à mon avis, peut-être pas la chose la plus prudente à faire aujourd'hui. Voilà, tout cela est dit, et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, ciao ciao.